Si le front d'Orient donne quelques satisfactions aux Alliés, il piétine sur celui de Salonique. Quant aux Italiens, ils entrent en guerre seulement le 24 mai 1915. Les foules italiennes sont mobilisées dans un enthousiasme relatif. La propagande de guerre est animée surtout par les nationalistes, Gabriele D'Annunzio par exemple. Un des combattants les plus patriotes, c'est Benito Mussolini, le socialiste dur, hier pacifiste, devenu furieusement nationaliste. Les Alliés ont fait à l'Italie des promesses. Ils ont acheté son entrée en guerre. Ils lui ont concédé par avance des territoires pris à l'ancienne Autriche-Hongrie, essentiellement dans l'Adriatique. Le Parlement italien a voté la guerre après une longue période d'hésitation. Les Italiens sont devenus guerriers. Jadis partenaires des Allemands et des Autrichiens dans la triple alliance de Bismarck, ils ont changé leur veste. Quant au gouvernement de Vienne, il est bien décidé à contenir les revendications italiennes sur les villes slaves de la côte, sur les îles de Dalmatie et peut-être même sur le Tyrol du Sud. Voilà donc les Alpins, les Bersagliers, en faction sur les pics des Alpes. Une guerre épuisante sur des pics glacés qui demandent aux soldats des sacrifices quotidiens. Ils doivent traîner des canons sur leurs épaules dans la haute montagne. Cet officier observe à la jumelle une petite ville italienne qui devait plus tard être le lieu d'un désastre, Caporetto. La flotte italienne a pour mission de surveiller l'Adriatique et d'empêcher les navires autrichiens de quitter leur base de Polla, où ils disposent pourtant de plusieurs unités lourdes, renforcées de sous-marins allemands. Ces sous-marins sont acheminés par voie ferrée et remontés sur place. Le premier champ de bataille est le Trentin, deux larges vallées y entaillent les Alpes. Les Autrichiens y lancent 4 divisions expérimentées qu'ils ont retirées du front russe, avec 2000 canons lourds de conception récente. Le général italien Cadorna est convaincu que les montagnes sont sa meilleure protection et que les Autrichiens n'attaqueront pas. 2 de ces 4 armées s'étirent sur un front de 150 km. Cadorna n'a pas bonne réputation auprès des officiers généraux alliés. Bon stratège mais mauvais tacticien, il n'est pas économe de la vie de ses hommes. Il l'est moins encore quand les Autrichiens attaquent, en mai 1916, avec toute la puissance de leur artillerie de montagne.
En moins d'un mois, les Italiens sont chassés de leur position et se retrouvent 20 km en arrière dans le plus grand désarroi. Heureusement pour Cadorna, Broussilov attaque dans l'Est et les Autrichiens doivent retirer 4 divisions du front du Trentin. Ils ont d'ailleurs du mal à approvisionner leur front en raison des routes étroites et de l'épuisement de leur production de guerre. Les Italiens retrouvent donc leur position antérieure au prix de lourdes pertes, 145 000 morts, blessés et disparus, contre 80 000 Autrichiens seulement. Après le Trentin, Cadorna a un deuxième champ de bataille, celui de l'Isonzo, qui court sur 100 km. Cadorna veut prendre Gorizia sur la route de Trieste. Pour les Italiens, Trieste est un objectif mythique, comme Strasbourg pour les Français. Cadorna se dépense sans compter, plus de 12 batailles terrifiantes, meurtrières, où les hommes tombent par milliers. Ils doivent emporter chaque colline, escalader dans le plus grand péril, des pics l'un après l'autre, pour se retrouver sur le plateau désertique du Carso, où les vents hurlants battent des pierres aussi pointues que des couteaux. Chaque obus fait éclater le rocher en 1000 éclats mortels. Cadorna épuise son armée qui frappe sans relâche. Le Carso, mortellement froid l'hiver, chaud et paludéen l'été. Le Carso, c'est le Gallipoli de Cadorna. La 6e bataille du Carso a lieu en août 1916. Les Italiens s'accrochent bec et ongles sur le plateau. Ils creusent au besoin des tunnels pour avancer à toute force, avancer sur Gorizia. Les Italiens entrent dans Gorizia, mais aussitôt Cadorna, pris de peur, hésite à poursuivre sur Trieste. Il redoute que le commandement autrichien n'envoie des renforts. Les Autrichiens contre-attaquent. Voilà Cadorna rejeté sur ses bases de départ, prêt à livrer une 7e, une 8e, une 11e bataille de l'Isonzo. Les adversaires s'enterrent dans leur ligne de tranchées. Le front ne bougera plus. Il n'y a pas d'échec et mat. Les prisonniers autrichiens portent la tristesse sur le visage. Ils ont été battus contre les Russes, ils n'ont pas gagné contre les Italiens. Vienne, 21 novembre 1916. L'empereur François-Joseph vient de mourir à l'âge de 86 ans. Il régnait depuis 68 ans.
Les funérailles sont en tout point conformes au rituel moyenâgeux des Habsbourg. Un capucin implore l'admission au paradis de frère François, ce pécheur. Sa mort rend les Autrichiens orphelins. Le nouvel empereur est un petit-neveu. Charles a 29 ans. Il veut bien faire, mais il manque totalement d'expérience et ne jouit pas de la confiance des Allemands. Zita, son épouse italienne, le pousse à se détourner de l'emprise allemande. Charles entame des conversations secrètes avec les Alliés qui n'aboutissent pas. Pendant qu'à Vienne, la famine s'installe. Le prix des vivres devient inabordable et la population est si épuisée qu'elle se montre dangereusement apathique.